Alors, merci à tous d'être là. On va parler de carbone, on va parler de rémunération carbone. On sait bien que ça fait pas mal de temps qu'on parle de carbone agricole, qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet. L'objectif de ce webinaire, c'est de lever des confusions éventuelles, de vous permettre de vous Excusez-moi, positionner sur le sujet carbone. juste le son est pas du tout limpide. Ah, il est pas bon le son? Non, c'est pas limpide du tout. Alors, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Euh, J'ai je- l'impression- C'est peut-être mieux quand vous vous rapprochez déjà. Essayez de parler, voir. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est déjà un poil mieux, ouais. Ok, alors on va essayer de faire comme ça. Hmm. J'espère que vous m'entendez. Ça va, merci. Ouais, ok, De notre côté, ça, on entend bien. ok, très bien. Bon, alors, n'hésitez pas à me faire signe si vous m'entendez pas bien. Et voilà. Donc, on va essayer de vous expliquer comment vous pouvez bénéficier du carbone agricole et du programme Soil Capital en particulier. Alors, dans un premier temps, on va expliquer qui nous sommes. Ensuite, on parlera un petit peu du sujet agronomique du carbone. Ensuite, on rentrera dans des aspects plus pratiques d'un programme de rémunération pratique de carbone. Finalement, après ça, on parlera de quelques résultats parce que ça fait déjà 3 ans que ce programme est lancé et donc on pourra partager quelques chiffres. Et puis, vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, sachez qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je les prendrai dans l'ordre à la fin de la présentation. La présentation va durer 1 heure maximum et après ça, on pourra se prendre au moins une demi-heure pour répondre aux questions. Alors, rentrons tout de suite dans le dur. Soil Capital est une entreprise belge avec quand même pas mal de collaborateurs français et aussi internationaux. On est basé en Belgique, à côté de l'université de Jean Blou, pour ceux qui connaissent, à Perouet. Vous avez une photo de nos bureaux ici et une photo des deux cofondateurs oui, également. Nicolas, sur la gauche, est agronome et agriculteur. Il a aussi une petite coopérative qui fait du micro-stockage de cultures bas carbone et un développement filière euh, local. Et alors moi, j'ai plutôt un passé dans la finance et dans la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, Soil Capital, c'est 40 personnes. Et majoritairement des gens qui ont un rapport avec l'agriculture, soit parce qu'ils viennent de familles d'agriculteurs, soit parce qu'ils sont agronomes et qu'ils ont des métiers liés à l'agriculture. C'est important pour nous parce que, voilà, au cœur de ce sujet carbone agricole, il y a les agriculteurs et le fait de bien comprendre votre contexte euh, est pour nous une clé de la réussite de ce projet. Alors, avant de parler de rémunération carbone, peut parler de l'intérêt agronomique du carbone. Quand on a fondé Soil Capital en 2013, euh, notre modèle était plutôt celui d'une entreprise de conseil qui pouvait amener des agriculteurs vers une meilleure performance en termes de productivité, meilleure performance en termes de rentabilité, grâce au fait d'aller travailler sur la santé de l'agroécosystème. Euh, et pour nous, c'est important parce que si on ne peut pas travailler sur ces 3 leviers-là, productivité, rentabilité et bénéfices écosystémiques, eh ben, on n'a aucune chance de voir l'agriculture euh, devenir à grande échelle la solution qu'elle peut être. On est convaincu que les paiements carbone sont alignés avec une meilleure rentabilité de la ferme, une meilleure productivité et que c'est parce qu'il y a un alignement comme ça qu'on peut répondre à l'urgence climatique.
c'est vraiment en accompagnant des agriculteurs dans des évolutions de système que on a pu voir que cet alignement pouvait se réaliser. Et, euh, et en 2019, notamment par frustration pour nos clients et pour les opérations que nous gérions, de ne pas aller chercher de rémunération carbone, on a commencé à travailler sur le sujet et on a lancé notre programme de certification carbone en France, en Belgique, en 2020. Et les premiers paiements carbone pour les agriculteurs qui sont rentrés en 2020 ont eu lieu en 2022. Si on parle de carbone aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, c'est pas d'abord parce que il y a juste une rémunération supplémentaire à aller chercher, c'est qu'on a une conviction profonde que travailler sur la présence de carbone dans les sols, sur la fertilité de l'agroécosystème en général, ça a un intérêt et on va commencer par vous parler de ça. Alors, on a en guest star un de nos très bons agronomes avec nous, Mathieu de l'Espèce, à qui je vais passer la parole pour parler un petit peu des aspects agronomiques du carbone. Je peux changer avec ça. Ouais. Donc, bonjour à tous. Pas besoin de me présenter, Chuck l'a fait. Donc, je vais ici passer quelques minutes juste pour recentrer un peu le débat autour de ce qui nous intéresse à la base. Brièvement, donc, on parle de fertilité des sols et de carbone. En fait, le carbone, c'est un déterminant des grands piliers de la fertilité et des problématiques qui nous occupent tous les jours. Donc, au niveau de l'eau, ça, c'est quelque chose qu'on a vécu pendant la saison 2022-21-22. 1% de matière organique, c'est toujours intéressant de garder des ordres de grandeur en tête quand on parle de piliers de la fertilité. 1% de matière organique, on dit que c'est entre 15 et 20 mm de stockage d'eau par hectare, ce qui représente en mètres cubes, en volume d'irrigation pour ceux qui sont concernés, entre 150 et 200 mètres cubes, ou parfois 5-7 jours de résistance à la sécheresse en plus. Donc, en termes de... C'est un rôle au niveau de l'eau, un rôle évidemment au niveau de la fertilité, parce on parle de carbone, mais derrière le carbone, en fait, c'est la matière organique des sols, c'est l'humus. Si le carbone représente entre 50 et 60% de l'humus, tout le reste, ce sont d'autres éléments. Ici, le plus symbolique, c'est l'azote. Pour 1% de matière organique, on a entre 2000 et 2500 unités d'azote, avec évidemment des dynamiques différentes en fonction de la qualité de la matière organique, mais un volant d'autofertilité, comme on l'appelle, qui peut se construire lorsqu'on arrive à capitaliser de la matière organique fonctionnelle dans les sols. Donc, c'est ça aussi qu'on veut aller chercher quand on parle de ce genre d'approche. Et puis alors, peut-être le plus facile à quantifier et qui se matérialise le plus facilement, parce qu'il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, c'est la stabilité structurelle. On sait que le taux le rapport carbone-argile limite en dessous duquel il faudrait ne pas passer pour ne pas se retrouver dans des problématiques de compaction, d'érosion. Typiquement, c'est un rapport de 10%. C'est quelque chose qui a été étudié en Suisse par Pascal Bovin, c'est un chercheur très emblématique, agronome et chercheur très emblématique. Ouais, je fais juste. Oui. Je te laisse. Donc, on devrait se trouver un rapport carbone-argile de 10%, et donc matière organique argile de 17%. Dans les sols, en moyenne, dans les sols agricoles, on a plutôt, on est souvent 2 fois en dessous de cette limite. Et donc, ce 10% pour un sol à 20% d'argile, on devrait se situer au-dessus de 3% et demi de matière organique dans un sol pour être dans une situation sécurisée au niveau des risques de compaction, érosion. Si on a 2 fois plus d'argile, il faut aller chercher 2 fois plus de matière organique, étant donné le lien très, très fort entre les deux. Et donc, ça, c'est pour le... Et donc, je vous ai cité Pascal Bovin en Suisse. On a aussi des travaux en Angleterre qui ont à chaque fois mis en évidence ce rapport qui est très emblématique du carbone et de l'argile et qu'on utilise
très très facilement au vu des analyses qu'on a l'habitude de faire en routine dans les fermes. Et alors, différentes caractéristiques différents piliers de la fertilité qui se matérialisent dans des approches, ici des approches globales, dans des systèmes agricoles, réellement avec des résultats qui sont très très visuels, très très concrets, avec des historiques de parfois 10 ans d'agriculture, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais qui a essayé de travailler sur l'autofertilité des sols. Et on voit dans des systèmes plus de Bourgogne, dans des sols argilo-calcaires superficiels, on peut voir des qualités de développement de culture ici sur une céréale d'hiver, avec une ligne de remembrement entre à gauche une parcelle cultivée en agriculture de conservation et à droite une parcelle qui était cultivée classiquement. La ligne de séparation qui est encore marquée au couteau après plusieurs années de remembrement et qui montre vraiment une qualité intrinsèque qui est totalement différente au niveau du sol et simplement uniquement due aux pratiques parce que le sol est exactement le même à gauche et à droite de la photo. Et puis de l'autre côté, là on est plutôt dans un contexte de limon battant et avec simplement, c'est même choquant, la couleur des sols entre la parcelle de droite et la parcelle de gauche. Et donc ça, c'est toujours le sujet central de la matière organique qui différencie à chaque fois ce qu'on peut observer. Et alors ça, c'était pour parler de quelques piliers, mais dans un programme de rémunération carbone, l'unité de mesure première qu'on utilise, on ne parle pas en premier de rendement ou de coût de production. La première chose qu'on essaie de mesurer, c'est le bilan net en gaz à effet de serre qu'on ramène à une unité globale qui est le CO2. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire une tonne de CO2? Qu'est-ce que ça veut dire émettre du CO2? Qu'est-ce que ça veut dire en stocker? En tout cas, au niveau du sol, on sait que 1% de matière organique, c'est environ 20 tonnes de carbone à l'hectare. Donc ça, c'est l'élément carbone du tableau chimique des éléments. Et alors, en CO2, ça signifie 1% de matière organique. C'est en moyenne 75 tonnes de CO2 hectare. Et donc, cette unité de mesure qu'on utilise d'un point de vue climatique et du point de vue du calcul des externalités positives de l'agriculture, en fait, il se matérialise très, très rapidement dans le cadre de l'évaluation de la fertilité des sols. Et on peut même en décliner la fertilité chimique avec les ratios habituels carbone, azote, phosphore, soufre. Donc, l'objectif et le projet de calculer le stockage de CO2, de carbone dans les sols a un rapport direct avec ces notions de fertilité. Et alors, peut-être dernier petit élément pour vous expliquer en gros comment fonctionne un modèle d'estimation, parce que la plus grande partie de l'évaluation et du calcul de la génération de certificats de la rémunération se calcule à partir d'un modèle d'estimation. Qu'est-ce qu'il prend en compte? On a parlé du CO2, j'ai dit que c'était une unité de mesure globale. En fait, derrière, on a 3 gaz à effet de serre principaux, CO2, protoxyde d'azote et méthane. Protoxyde d'azote et CO2 qu'on retrouve surtout dans les systèmes en grande culture. Le méthane, je l'ai mis entre parenthèses parce que notre programme de base est moins destiné pour l'instant aux éleveurs et la problématique du méthane est surtout liée à l'élevage. On peut le retrouver dans des terres agricoles, mais c'est surtout lié à la fermentation entérique. Et alors, le bilan gaz à effet de serre au niveau d'une ferme, il se divise en deux grandes sections. Il y a la partie intrants, les intrants, mais qui sont inhérents au processus de production dans une proportion plus ou moins importante en fonction du système dans lequel on a vers lequel on a décidé de s'orienter. Mais donc ça, la plupart du temps, c'est une source d'émissions directe, indirecte, parce qu'on consomme du carburant, parce que les intrants qu'on utilise ont nécessité une consommation d'énergie pour être produits. Et puis alors, de l'autre côté, la grande force de l'agriculture par rapport à la plupart des autres secteurs, hormis la foresterie, dans lequel le processus est plus ou moins le même, l'avantage donc de l'agriculture, c'est le fait de pouvoir stocker du carbone dans les sols grâce à des processus qui sont tout à fait naturels.
qui sont tout à fait inhérents au fonctionnement naturel des contextes dans lesquels on travaille. Et donc, ce bilan humique que je détaillerai par la suite. Donc, pour commencer avec les intrants, pour aller un peu plus dans le détail, en premier lieu, on a les engrais. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Les engrais, l'empreinte climatique des engrais, quelle est-elle? En premier lieu, c'est une consommation directe d'énergie pour la production. Principalement, on va ici principalement parler de l'azote minéral. Il faut environ 1 litre de gaz pour produire une unité d'azote. Et en plus, si on reste sur l'azote, lorsqu'on épand l'azote, en fonction des formes qu'on épand, en fonction des conditions, il y a une partie qui se volatilise suite à des processus assez complexes dans le sol en protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est moins habituel, beaucoup moins concentré que le CO2 dans l'atmosphère, mais qui a un impact beaucoup plus important sur le réchauffement climatique. Et donc, ces deux éléments, consommation d'énergie, production de protoxyde d'azote au champ, font que les engrais azotés, c'est l'empreinte carbone la plus importante généralement des systèmes de grande culture. Ensuite, on a évidemment le carburant. Mais là, on brûle de l'énergie fossile, on renvoie du carbone qui était stocké depuis des millions d'années dans le sol, dans l'atmosphère. Les phytos, dans une moindre mesure, les pesticides, parce que, évidemment, pour les fabriquer, il y a des processus industriels derrière qui sont généralement consommateurs d'énergie. Et alors, dans les systèmes, dans les contextes concernés, l'irrigation, on a du pompage, on a de la distribution qui consomment également de l'énergie. L'eau en tant que telle n'est pas un élément qui cause un réchauffement climatique, mais l'énergie nécessaire pour l'acheminer peut avoir une empreinte carbone importante en fonction des quantités utilisées, des systèmes utilisés. Et alors, comme je vous l'ai dit, on a toutes ces émissions et puis on a tout ce qui se passe dans le sol. Le moteur de base, c'est la photosynthèse qui se traduit de donc les entrées de carbone dans le sol. Donc le bilan humique, c'est des entrées de carbone moins des sorties de carbone. Les sorties, c'est la minéralisation. Les entrées, c'est toute la biomasse qui va être amenée au sol et puis qui va être transformée par la vie du sol pour être transformée en matière organique liée, stable. Et donc là, pour les entrées de carbone, il y a vraiment deux grandes entrées. Tout d'abord, il y a le fait d'avoir des plantes vivantes dans le sol, sur le sol, en interaction avec la vie du sol, qui vont relarguer des sucres dans le sol, ça peut aller jusqu'à 25% de la photosynthèse dans certains cas. Et donc, ces sucres qui vont nourrir la vie du sol. Et puis, cette vie du sol, elle croît, puis elle meurt. Il y a des cycles en fonction des saisons. Et tout ça va venir alimenter des stocks de matière organique. Les plantes vivantes, elles alimentent le sol en sucre lorsqu'elles se développent. Également, elles alimentent le sol en biomasse après, à la sénescence. On a les résidus de culture, les résidus de couvert, le système racinaire. Tout ça, c'est de la biomasse rapportée au sol qui va également être transformée. Et puis alors, on a les apports extérieurs, les composts, les fumiers, toutes les sources qu'on peut imaginer. Mais ça, c'est un peu de la même manière, avec du carbone qui est déjà plus ou moins digéré en fonction de ce qu'on apporte. Et donc ça va aussi contribuer de manière positive au bilan humique. Et alors, de l'autre côté, donc le bilan humique et les processus de stockage de carbone sont évidemment dépendants d'un certain nombre de facteurs qui sont propres au sol. Le premier, la texture, le taux d'argile principalement, le pH qui va énormément influencer les processus biologiques, et puis le taux de matière organique qui influence le point de départ, d'où est-ce qu'on part, le taux de matière organique, la qualité de la matière organique, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc ça sont des caractéristiques qui conditionnent le fonctionnement du bilan humique. Alors de l'autre côté, on a la minéralisation, parce que la matière organique, on peut alimenter le stock de matière organique, mais on peut aussi le brûler, parfois à petit feu, parfois de manière... Et donc la minéralisation, c'est simplement la consommation de la matière organique par la vie du sol. Ça, c'est quelque chose qui se produit de manière tout à fait naturelle, mais qui peut être stimulé de manière très importante lorsqu'on perturbe le sol, lorsqu'on vient amener de l'oxygène dans le profil, lorsqu'on vient détruire les agrégats dans lesquels la matière organique est protégée. Et donc ça se matérialise lorsqu'on travaille les sols, quand on prépare toutes les interventions qu'on doit faire en fonction du système dans lequel on se trouve.
on va minéraliser dans des proportions plus ou moins importantes. Alors évidemment, la minéralisation, ça peut être considéré comme un outil de production en tant que tel, mais c'est chaque fois aller puiser dans un capital. Si on est capable de l'équilibrer, c'est tant mieux, mais il y a des situations où on est en déséquilibre, et alors là, on n'est plus dans un accroissement du taux de matière organique, mais dans une réduction. Et donc là, donc on a d'un côté les intrants, de l'autre côté le bilan humique. Et donc c'est cette minéralisation qui peut être délétère du point de vue climatique si le bilan humique va dans la plonge plutôt que s'aggrade. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le tableau global et le système dans lequel on va essayer de se retrouver lorsqu'on fait un bilan carbone. Et donc, en fait, faire un bilan carbone, c'est s'intéresser à toutes les interventions, à toutes les interventions nécessaires qui sont, si on parle d'un système de culture, c'est les itinéraires techniques, évidemment l'historique compris. On parle de bilan annuel, donc c'est sur une saison de production, du semis à la récolte, on regarde tout ce qui se passe en termes d'intrants, en termes d'intervention sur le sol, en termes de couverture de sol, et ça nous permet de réaliser un bilan carbone. Et alors évidemment, il y a plusieurs outils qui existent. Nous, on a choisi d'utiliser ce qui s'appelle le Cool Farm Tool. Donc c'est un modèle d'estimation international qui répond à notre cahier de charge parce que pour pouvoir faire un bilan carbone, évidemment, on ne peut pas passer une semaine par ferme. Donc il y a des compromis en termes de précision, de temps de travail, et puis évidemment de pouvoir faire un parallèle avec ce qu'on observe dans les champs. Il y a des modèles qui sont parfois obsolètes et qui ne permettent pas d'estimer certaines choses qui sont faites par des agriculteurs plus avant-gardistes. Et donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit un modèle d'estimation. Et celui qu'on a choisi, c'est le Cool Farm Tool. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie carbone agricole dans le sol et puis essayer de relier ça au CO2. Je vais laisser Chuck poursuivre. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, parlons maintenant de rémunération carbone pratique. Alors, on va commencer par expliquer à quoi on sert finalement. Pourquoi est-ce que Soil Capital a une quelconque utilité dans le paysage agricole? Alors, si aujourd'hui l'agriculteur veut aller chercher une rémunération carbone, ben, il est face à plusieurs défis. Premier défi, calculer les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il faut des calculateurs, il faut maîtriser les mécanismes de ces calculateurs pour bien saisir les données. Ce n'est pas nécessairement évident. Mais admettons que vous soyez capable de calculer les émissions. Encore faut-il certifier ce calcul et les améliorations éventuelles d'année en année. Si vous êtes capable de calculer et de certifier ces améliorations, encore faut-il générer des instruments sur les marchés carbone et vendre ces instruments dans un marché qui reste assez complexe et sophistiqué aujourd'hui. Ensuite, quand bien même on arrive à faire tout ça, ce qui est utile, c'est de comprendre quelles sont les pratiques agricoles à améliorer de manière à aller chercher une rémunération carbone maximale en faisant porter un minimum de risque sur la transition. Alors, nous proposons quelques solutions sur ce sujet-là. D'abord, une application qui vous permet, à travers pendant 3 heures chaque hiver, d'aller saisir vos données d'une manière efficace, ludique, intéressante. Vous pouvez prendre votre déclaration PAC et la télécharger sur notre outil. Ça vous prendra, comme je l'ai dit, 3 heures et ça vous permettra de calculer vos émissions. Vous êtes accompagné dans ce processus par un de nos agronomes. Ensuite, nous travaillons avec un standard international, la norme ISO, qui a le mérite, comme je viens de le dire, d'être reconnu internationalement et du coup d'aller chercher un nombre d'acheteurs plus important et donc d'améliorer le prix du certificat carbone. Nous sommes aussi, pour les besoins de la certification, audités par un organisme de contrôle, TÜV Rheinland. Et les agriculteurs au programme peuvent également faire l'objet
d'un contrôle aléatoire. Ensuite, nous travaillons avec des acteurs des marchés du carbone, South Pole et CO2 Logic, qui ont récemment fusionné et qui nous permettent d'avoir un accès à ce marché sophistiqué afin d'obtenir les meilleurs prix pour les agriculteurs sur leur carbone. Et puis finalement, parce que nous travaillons aujourd'hui avec plus de 600 agriculteurs et qu'on est au début du sujet carbone agricole, eh bien, on va monter en compétences ensemble là-dessus. On va monter en réseau, on va pouvoir échanger des données, on va pouvoir permettre aux agriculteurs qui sont plus avancés sur certaines pratiques d'échanger et à travers la restitution de vos données, de permettre d'identifier les leviers de progression les plus importants. Ça, c'est en gros les solutions que Soil Capital se propose de livrer. Alors, à qui livrons-nous ces solutions? D'abord aux exploitants en grande culture. C'est important de le dire, aujourd'hui, notre programme ne s'adresse pas aux éleveurs. Si vous êtes en polyculture élevage, à ce moment-là, potentiellement, ce programme s'adresse à vous. Mais si vous avez des bovins, c'est plutôt des systèmes très extensifs. Alors, ce n'est pas parce qu'on est contre le bétail, pas du tout. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore identifié et mis en exploitation un modèle de calcul pour le bétail. Nous y travaillons. En revanche, si aujourd'hui vous avez du bétail, ovin, porcin, volaille, normalement il n'y a pas de problème, vous pouvez nous rejoindre. Et si vous avez des bovins, parlez à nos agronomes et on peut faire un calcul pour voir si vous êtes éligible. Alors que vous soyez en France, en Belgique ou au Royaume-Uni, vous pouvez vous inscrire au programme et que vous soyez bio ou conventionnel, vous êtes susceptible d'aller chercher une rémunération. Pour être clair, aujourd'hui, 85% des agriculteurs en bio stockent du carbone quand ils sont dans notre programme et 77% des agriculteurs qui sont en semi-direct stockent également du carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs en semi-direct stockent en moyenne légèrement plus de carbone qu'un agriculteur bio. Ça dépend toujours de l'itinéraire technique. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il n'y a pas d'itinéraire unique ou de pratique unique, de recette unique pour aller chercher une rémunération carbone. Nous n'imposons aucun cahier des charges dans un programme de rémunération carbone. C'est l'agriculteur qui choisit quelle pratique il va utiliser. C'est l'agriculteur qui choisit là où il met le curseur et ça vous irez chercher plus ou moins de rémunération carbone en fonction de ça. Alors, parlons du revenu annuel du carbone. Pour toute tonne de carbone que vous allez soit maintenir dans le sol, soit éviter, et quand je dis tonne de carbone éviter, c'est tout gaz à effet de serre ramené à l'unité CO2 équivalent. Donc pour toute tonne de CO2 équivalent éviter ou stocker, eh bien, vous allez générer un certificat carbone. Une tonne évitée stockée, un certificat carbone. Ces certificats sont achetés par des organisations de l'industrie agroalimentaire, principalement, parce qu'elles cherchent à réduire les émissions des produits qu'elles amènent sur le marché. Et je reviendrai sur ce sujet-là à la diapo suivante. Cet achat de certificats crée un nouveau revenu pour l'agriculteur et nous garantissons un prix de minimum 27,50. Mais attention, c'est un minimum. Aujourd'hui, un agriculteur qu'il rentre aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans dans un programme carbone, il n'y aura pas de différence pour ses paiements par rapport à un agriculteur qui rentre à un autre moment. Chaque année, tous les agriculteurs au programme sont payés pareil et ces 27,50, il s'agit bien d'un minimum. Aujourd'hui, nous payons un prix évolutif avec le marché. Alors, quel marché, me direz-vous? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion sur les marchés du carbone. Alors, pour essayer d'éclaircir un peu l'opacité sur ces différents marchés, on va passer un petit moment à parler de quotas, de crédits et de certificats carbone. Et on va parler de deux grands types de marchés. Il y a un marché obligatoire
et un marché volontaire. Sur le marché obligatoire se retrouve un certain nombre d'acteurs qui sont obligés, du fait du traité de Kyoto actualisé par les accords de Paris, qui sont obligés de réduire leurs propres émissions. Il s'agit d'industries lourdes, plutôt polluantes, et ces entreprises-là, si elles réduisent plus qu'elles ne le doivent, elles vont émettre des crédits carbone que ces mêmes entreprises, si elles émettent moins que ce qu'elles devraient, sont obligées d'acheter. Il s'agit d'un marché pour des entreprises régulées qui sont obligées de réduire leurs émissions. Et quand vous allez sur Google pour rechercher le prix du carbone, c'est le prix du quota carbone que vous allez voir. C'est important de le dire, les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas accès à ce marché et il faudra une révision des traités pour que les agriculteurs puissent avoir accès à ces marchés. Les agriculteurs aujourd'hui se retrouvent avec d'autres projets, et notamment des projets de reforestation à travers le monde, sur un marché volontaire. Et sur ce marché volontaire, on va parler de crédits hors filière et de certificats en filière. Et la meilleure manière d'illustrer ça, c'est imaginer aujourd'hui Total qui prend un certain périmètre d'activité pour la France, et pour dire un chiffre purement hypothétique, admettons que Total émette 10 millions de tonnes de CO2 en France. Et bien, si Total prend un projet de reforestation à Madagascar et lui achète 10 millions de crédits carbone, eh bien, Total pourrait potentiellement se revendiquer neutre en carbone sur la France. Et on sent bien qu'avec ça, on n'a rien résolu parce que Total continue à mener son activité comme si de rien n'était et elle s'est achetée en soi un droit à polluer. Alors, Seuil Capital ne se propose pas d'opérer sur cette filière. Seuil Capital opère sur une filière sur un modèle de certificat carbone à l'intérieur d'une filière. Et ça, parce que je suis belge, je vais plutôt prendre l'exemple d'une bière. Admettons qu'un brasseur veuille amener une bière neutre en carbone sur le marché. Eh bien, quand on regarde cette bière, on va devoir prendre en compte non seulement les activités du brasseur, mais les activités de tous les fournisseurs du brasseur qui constituent la filière. Et à ce titre, l'agriculteur voit ses émissions se retrouver dans le calcul de la bière et donc dans les calculs du brasseur. Et donc, si aujourd'hui le brasseur veut avoir une activité qui, par sa nature même, est neutre en carbone, le brasseur doit créer un incitant pour que l'agriculteur réduise ses émissions. Ça ne dispense pas le brasseur de faire des efforts à tous les autres maillons de sa transformation et de la mise sur le marché de sa bière, mais certainement l'agriculteur fait partie de cet effort. Et c'est là-dessus que Seuil Capital se positionne, notamment parce que c'est beaucoup plus solide quand on pense au sujet de greenwashing. Il ne s'agit pas d'un droit à polluer, mais de la neutralité carbone de la filière même. Et aussi dans l'ordre des priorités des changements, c'est une priorité beaucoup plus importante que d'aller compenser par ailleurs. Et donc, on est convaincu que le prix sur les certificats sera meilleur que le prix sur les crédits. Alors maintenant, un autre sujet important ici, c'est que les crédits et les certificats, il n'y a pas encore beaucoup de transparence sur les prix. On est sur un marché de gré à gré. Les crédits carbone aujourd'hui, en moyenne, ils vont tourner entre 5 et 20 euros, et nous rémunérons plus de 30 euros les certificats carbone que nous émettons. Alors, comment ça se passe quand vous vous inscrivez au programme Seuil Capital? Eh bien, la première année, nous allons établir un premier diagnostic avec vous. Souvenez-vous, ça prend 3 heures. Et ce diagnostic déterminera si vous êtes émetteur ou stockeur. Et en fonction de ça, votre profil de rémunération sera déterminé. Je reviendrai là-dessus dans une minute. Important de dire que ce diagnostic-là, le diagnostic de l'année 0, n'est pas rémunérant. C'est un diagnostic qui fixe votre référence et qui vous inscrit pour la culture suivante
Donc, si vous vous inscrivez cette année, ça inscrira votre campagne 2023 pour une rémunération en 2023. Donc, on fera tourner un deuxième diagnostic et à partir du deuxième diagnostic, vous toucherez une rémunération. Donc, il faut faire tourner 2 diagnostics avant d'avoir la première rémunération. Je le répète, c'est très important parce qu'il y a souvent des malentendus là-dessus. Ensuite, sur les 5 prochaines années, chaque année, on fera tourner un diagnostic pour monitorer les pratiques et leur amélioration éventuelle. Et chaque année, vous générez des certificats en fonction de l'amélioration ou du maintien de vos pratiques. Et 80% de ces certificats vous seront payés chaque année. Il reste 20% des certificats dont on parlera dans une minute. Mais avant ça, parlons juste de qu'est-ce qui se passe si vous êtes émetteur ou stockeur. Si lors de votre année de référence, vous êtes émetteur, eh bien, ces émissions constitueront votre référence sur les 5 prochaines années. Et chaque amélioration que vous irez chercher vous permettra d'être rémunéré pour le delta entre vos émissions, ici dans l'exemple tout à fait indicatif, c'est des émissions d'1,5 tonne l'hectare en année 0, l'année de référence. L'année 1, vous êtes à environ 0,75 tonnes hectare. Et bien, ce delta de 75 tonnes vous sera rémunéré. Ensuite, pour l'année 2, le delta, vous êtes neutre en carbone, eh bien, vous irez chercher 1,5 tonne de certificats à l'hectare et ainsi de suite. Alors, si vous êtes déjà avancé dans votre pratique, pas de problème, vous ne serez pas rémunéré en fonction de votre performance, mais en fonction d'une référence qui est fixée pour votre région par des agronomes indépendants. Cette référence, aujourd'hui, en moyenne, elle tourne environ autour de 250 kg/hectare d'émissions. Et tant que vous continuez à stocker et que vous êtes en deçà de cette référence, eh bien, vous serez rémunéré. Alors, ce qui se passe souvent dans la tête des agriculteurs quand vous regardez ces 2 diapos différentes, c'est que vous vous dites, en fait, il vaut mieux commencer en étant un gros bon pollueur parce que je maximiserai mon delta. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles ça ne vaut pas la peine de faire ça. La première, c'est que polluer, ça a un coût. Ça a un coût en passage machine, ça a un coût en carburant, ça a un coût en intrants. Et honnêtement, le coût de vos intrants et de l'émission de votre CO2 aujourd'hui ne vaut pas la peine d'aller chercher cet incrément d'émissions pour votre référence. Mais il y a aussi une autre raison importante, c'est que le modèle aujourd'hui fonctionne par palier. Et vous ne pouvez pas, d'un jour à l'autre, notamment à cause de différences dans la matière organique de vos sols, aller chercher un delta qui vous amènerait d'1,5 tonne stockée une première année à 1,5 tonne, d'une tonne et demie émise la première année à 1,5 tonne stockée l'année suivante. Ça fonctionne, il y a une progressivité et il vaut mieux aller chercher ces progressions sur du stockage que d'émettre un maximum en année 0. Alors, revenons à notre petite ligne du temps. Si vous restez dans le programme jusqu'à la 5e année, eh bien, votre réserve d'assurance est maintenue. Et à partir de l'année 11, donc 10 ans après vos premiers certificats, les 20% seront libérés. Donc, l'année 11, les 20% des certificats émis en année 1 sont libérés à la vente. L'année 12, c'est pour l'année 2, et ainsi de suite jusqu'à l'année 15. Et à ce moment-là, les certificats sont vendus et vous sont rémunérés pour autant que le carbone qui aura été stocké dans les sols est maintenu. Alors attention, nous ne vendons pas les certificats de la réserve d'assurance en année 1, nous les vendons en année 11 parce qu'on a tous cette intuition que le marché du carbone est à la hausse et qu'a priori, avoir 20% de ces certificats carbone qui s'apprécient pendant 10 ans, ce n'est pas un mauvais placement. Alors, au cœur de ce dispositif, il y a l'outil MySoil Capital qui, comme je le disais, va vous prendre 3 heures chaque année. Il y a une partie auto-encodage et puis une partie accompagnée par un de nos agronomes
dont Mathieu. Et après ça, vous aurez un rapport avec toute une série d'indicateurs qui vous éclaireront sur la manière d'améliorer votre impact carbone. Et vous aurez un moment de discussion agronomique avec nos agronomes pour bien interpréter ce rapport. Nous organisons aussi des tours de plaine, nous organisons aussi des moments d'échange. Donc, on ne vous laissera pas seul. Il y aura toujours l'occasion de monter en compétence sur ce sujet. Alors voilà, je vais présenter quelques résultats avant de passer aux questions. D'abord, pour vous dire où nous nous situons sur la France et la Belgique, vous avez ici une image de la répartition de nos agriculteurs. On en a plus de 600. On pense arriver entre 800 et 1000 agriculteurs d'ici la fin de la saison, qui se termine à la fin du mois. J'y reviendrai, mais j'en profite déjà pour le dire. Si vous voulez inscrire votre récolte 2023 à notre programme de rémunération, vous pouvez le faire au plus tard le 28 février. Il n'y a pas d'exceptions qui seront faites. Après le 28 février, vous pourrez seulement inscrire votre récolte 2024 et vous serez donc payé en 2025. Donc, si vous voulez une rémunération pour votre récolte maintenant, c'est le 28 février. Alors, nous travaillons avec toute une série de partenaires, des coopératives, des négoces, des transformateurs, des marques de l'agroalimentaire. Alors, parfois, vous pouvez vous voir proposer notre programme via un de ces partenaires. C'est important de savoir que vous arriviez en direct chez nous ou que vous arriviez via un de ces partenaires, vous serez traité d'exactement la même manière. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de différence de traitement d'un partenaire à l'autre. Alors, aussi quelques résultats sur les agriculteurs qui sont rentrés chez nous. Après un an, 80% des agriculteurs inscrits améliorent leurs résultats et génèrent des certificats et vont donc chercher une rémunération. Très important à dire. L'amélioration des résultats se fait notamment à travers l'intensification de couverts végétaux. Plus de 50% des agriculteurs dans le programme ont intensifié l'usage de couverts végétaux. 40% de ces agriculteurs-là ont poursuivi une réduction du travail du sol et 45% de ces agriculteurs ont augmenté l'utilisation d'engrais organiques, ont substitué leurs engrais de synthèse pour de l'engrais organique. Et j'en profite pour dire au passage que c'est le levier le plus important pour l'amélioration d'une empreinte carbone, c'est la substitution de l'azote de synthèse par des engrais organiques. Alors ici, vous avez l'échantillon, enfin l'ensemble de la promo de la première année qui est arrivée. Donc, ils sont arrivés en 2020. Ça, c'était leur année 0 qu'on a diagnostiquée. Et l'année 1, c'est l'année 2021. Et vous voyez la différence d'émissions pour ces différents agriculteurs. On a aussi entre 2 tonnes de CO2 équivalent par hectare émises par an pour la queue du peloton. Et en tête du peloton, on arrive à 2 tonnes, 4 tonnes, 6 tonnes, avec même un champion toute catégorie qui passe de 8 tonnes à 10 tonnes. Important de dire que ce tableau n'est pas représentatif des agriculteurs moyens en France ou en Belgique. Il s'agit quand même de pionniers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les pionniers avec nous et que ça va pouvoir permettre des échanges très intéressants sur la progression vers une rémunération carbone, mais aussi un agro-écosystème plus performant en général. Alors, ces mêmes agriculteurs, ces 120 premiers agriculteurs, 80% d'entre eux, donc une centaine, ont généré des certificats carbone. Ça correspond à 36 000 tonnes stockées ou évitées. Et 36 000 tonnes aujourd'hui, c'est environ 4 000 citoyens français. Donc, pour 100 agriculteurs qui génèrent des certificats, ils vont, pour ainsi dire, compenser les émissions de 4 000 citoyens. Un agriculteur peut potentiellement, ou en moyenne, un agriculteur compense les émissions de 40 Français. Ça vaut quand même la peine d'être dit.
Alors, il y a 20% de ces 36 000 certificats qui ont été mis dans une réserve d'assurance et pour le reste, les agriculteurs ont touché environ, non, pas environ, 32,95 par tonne de CO2 équivalent évité ou stocké, ce qui fait qu'on a versé environ 1 million d'euros à ces premiers agriculteurs. Rémunération moyenne, 10 000 euros par ferme. Rémunération médiane, 5 000 euros par ferme. Voilà, alors, quel coût est-ce que ça a tout ça Je pense que c'est une question importante. Ben, vous avez deux choix. Soit vous payez rien et vous irez chercher 70% de la rémunération maximale, soit vous payez pour chaque diagnostic, y compris le diagnostic de référence en première année qui n'est pas rémunérateur, 980 euros par an. Et là, vous irez chercher la rémunération maximale. Et si à tout moment, vous voulez passer du plan basique au plan standard pour aller chercher la rémunération maximale, tant que vous le faites avant le mois de juin qui précède votre rémunération, vous pouvez aller chercher la rémunération maximale. Donc, pour ainsi dire, vous pouvez vous inscrire au programme aujourd'hui au plan basique. Vous avez jusqu'au mois de juin pour hésiter à passer au plan standard. Et en fait, la seule chose que vous risquez de perdre, c'est 3 heures lors de votre saisie de données pour votre diagnostic de référence pour cet hiver ou au début du printemps. Je rappelle que l'inscription, ce n'est pas de faire le diagnostic, c'est juste d'accepter les conditions générales et si vous êtes au plan standard, de régler. Alors, il y aura une question qui va revenir souvent, c'est bon, c'est très bien tout ça, mais combien moi, avec mon système, est-ce que je peux gagner? Alors, nous avons développé un petit outil de simulation qui s'appelle Simone, pour simulation carbone. Simone, la blague est vaseuse, mais c'est un moyen mémotechnique. Et si vous allez sur notre site internet, soilcapital.com, en haut à droite, vous verrez un petit onglet Mon compte. Même si vous n'avez pas de compte, vous cliquez dessus et vous serez amené vers Simone. Et vous pouvez créer un compte là-dessus. Il y aura un agronome qui vous parlera pour répondre à toutes vos questions si ce n'est pas déjà le cas. Alors, en résumé, et aussi pour nous distinguer de quelques autres offres qui existent sur le marché, vous savez probablement que le label bas carbone a son propre modèle. Quelques points de différence et quelques points à retenir pour notre programme. D'abord, vous irez chercher une rémunération chaque année et toute somme qui vous est versée vous est définitivement acquise. Il y a beaucoup de programmes sur le marché qui peuvent vous payer, mais ce seront des avances, des avances remboursables si vous ne réalisez pas les certificats carbone qui, en général, sont audités seulement après 5 ans. Chez nous, ce n'est pas le cas. Vous irez chercher une rémunération définitivement acquise chaque année. Le prix est évolutif. Ça veut dire que vous rentriez aujourd'hui, ou même si vous attendez dans 5 ans, eh ben, vous bénéficierez de la même évolution du prix. Simplement, vous serez payé chaque année si vous rentrez dès aujourd'hui. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez quitter le programme absolument quand vous le souhaitez. Le pire qui puisse vous arriver si vous quittez le programme avant 5 ans, c'est de perdre votre réserve d'assurance. Mais, je le répète, nous ne reviendrons jamais vous chercher des sous. Et il n'y a pas de cahier des charges. C'est vous qui fixez le curseur là où vous le souhaitez. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous n'émettez pas de carbone ou que vous n'émettez pas de certificat et que vous ne soyez pas payé. Et il n'y a certainement pas un système où si vous émettez plus que lors de votre année de référence, on va venir vous chercher des sous. Ce n'est pas vrai. La certification est reconnue sur les marchés internationaux et va nous permettre d'aller chercher un bon prix. J'insiste sur le fait que c'est des certificats carbone et pas des crédits carbone, et donc ce ne sont pas des droits à polluer. Rassurez-vous, ce n'est pas des passe-droits pour que Total ou EasyJet ou Air France puissent continuer à polluer. Ce n'est pas le cas. Et puis alors, c'est un programme qui rémunère aussi bien les émetteurs que des stockeurs, et les stockeurs n'ont pas nécessairement à aller chercher davantage de changements de pratique s'ils ne le souhaitent. Voilà, alors pour revenir sur ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, d'abord, sachez que le 28 février est une échéance dure qui ne bougera pas.
Si vous allez sur mon compte sur notre site internet soilcapital.com, vous aurez l'occasion de simuler vos revenus carbone et de vous inscrire. C'est très simple. Et si vous voulez parler à un de nos collaborateurs, vous pouvez tout à fait le faire. Il y a un numéro sur notre site internet. Si vous vous inscrivez, un de nos collaborateurs vous rappellera. Alors voilà, j'en reste là. Je vois qu'il y a déjà des commentaires dans le chat et j'en profite du coup pour commencer à répondre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si vous préférez aussi, vous pouvez lever la main, mais je préférais qu'on pose les questions dans le chat, ça permet de dérouler plus facile. Alors, première question de monsieur Éric Rousseau. Bonjour, si on fait moins bien en N+2 qu'en N+1, faut-il rembourser la rémunération N+1? Non, il ne faut pas rembourser. C'est toutefois une bonne question. Si jamais vous émettez plus qu'une référence que votre référence, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait un ajustement sur la réserve d'assurance. Mais vous ne devrez jamais rembourser. Alors, Bertrand Desruelles. Ouais, j'ai une question. Deux questions. La première, vous mettiez la rémunération, donc déjà merci pour la présentation, mais juste la rémunération, vous mettiez 5 000 €, donc ça c'est par an entre N+2 et N+5, c'est ça? Non, c'est 5 000 € par an. Ça, c'était pour les premiers agriculteurs entre leur année de référence et leur première année de rémunération. Si les agriculteurs maintiennent exactement les mêmes pratiques sur l'année prochaine, ils auront cherché exactement la même rémunération pour l'année prochaine. Ouais, mais le cursus, il était sur une quinzaine d'années. Ce que je veux dire, c'est qu'on touche cette somme-là en partant du principe du postulat qu'on maintient les pratiques. C'est 5 000 € pendant 15 ans ou c'est 5 000 € pendant 5 ans, en gros? C'est ça que je demande. C'est 5 000 € chaque année pendant 5 ans. Et après ça, il y a encore les 20% de la réserve d'assurance qui sont libérés à partir de l'année 11. Donc, si on adhère à votre programme, dans tous les cas, on aura grosso modo quasiment 10 ans sans paiement. Enfin, on aura les 20% qui mettront 5 ans à arriver, le temps de vérifier qu'on stocke bien le carbone. Mais du coup, en fait, si sur l'ensemble du programme, on est plus à la moitié, puisqu'il n'y a que la moitié des années où on est payé. Non, dès le deuxième diagnostic, vous allez chercher une rémunération. 5 000 € qui sont versés sur vous. Mais le temps du stockage, on ne touche rien. Le temps du stockage du carbone, du maintien au sol du carbone. Non, après ça, vous attendez jusqu'à l'année 11 pour toucher les 20%. Les 20% de reliquat, ouais, ça. Voilà. Et juste, alors évidemment, on ne va pas détruire toute notre sol si on a des bonnes pratiques pour partir de plus haut, mais d'où il sort votre chiffre de référence du coup de 250 kg par hectare? Parce que la moyenne est bien plus haute. Pourquoi pas prendre la moyenne de l'agriculture en général pour valoriser ceux qui ont déjà eu une pratique et qui stockent du carbone? Parce que pour le coup, si on a déjà du carbone, tout ça, c'est que c'est pas du greenwashing. On a fait des pratiques qui sont vertueuses pour la planète. Donc pourquoi ne pas prendre la moyenne d'émissions de CO2 générale de l'agriculture? Oui. Alors, bonne question. D'où il sort? Ce sont des agronomes indépendants qui ont statué sur les itinéraires techniques les plus représentatifs. Et puis, pour que le marché attribue une valeur à cette référence, il a fallu appliquer une décote. Et la décote, effectivement, rabaisse la référence, c'est vrai, mais c'est la condition à laquelle on va chercher un prix acceptable pour les agriculteurs. Je tiens à dire quand même que cette référence, elle sera toujours au-dessus du niveau 0, au-dessus du niveau d'émission, et que vous avez vu, hein, il y a des agriculteurs qui vont chercher 1,5 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes hectares. Il y a encore des marges de progression qui sont importantes. Et donc, je pense que, voilà, effectivement, il y a une convention dans la manière dont cette référence est établie, mais elle continue à permettre une rémunération intéressante pour des agriculteurs stockeurs. Non, mais c'est déjà bien d'avoir fait une modulation, mais moi, je la trouve un peu basse quand même. Voilà, c'est tout. Oui, je comprends. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions. Bonjour, faut-il obligatoirement arrêter de labourer pour entrer dans le programme? Pas du tout, comme je le disais, c'est vous qui mettez le curseur là où vous voulez. On a plein d'agriculteurs en bio qui labourent. Simplement, le labour ne sera pas un levier qu'ils iront activer pour aller chercher une rémunération carbone. La fertile organique sera un levier important,
que les bio vont activer. Et vos différents leviers, comme l'a exprimé Mathieu, vous avez des couverts végétaux, vous avez le travail du sol, vous avez l'agroforesterie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un levier effectivement. Vous avez la diversification des cultures et vous avez le remplacement des engrais de synthèse par une fertile organique. Mais comme je le répète, pas de cahier des charges, pas d'obligation de faire quoi que ce soit et certainement pas d'obligation d'arrêter de labourer. Question de Geoff. Bonjour à tous. Pourquoi ne prend-on pas en compte les sorties de l'exploitation, grains, céréales, herbes, betteraves produites? On fait un bilan, du coup, on devrait peser les entrées et les sorties. Merci de vos lumières. Alors, mes lumières, pour autant que ce soit, les sorties, les grains, céréales, herbes, betteraves ont un cycle du carbone trop court. En fait, elles sont considérées comme ayant un cycle du carbone de moins d'1 an. Il est impossible d'assurer une permanence dessus et donc les marchés ne les prennent pas en compte. Même si nous voulions les prendre en compte, on aurait beaucoup de mal à vendre des cultures avec un cycle très court sur les marchés. Et par ailleurs, il y a un autre sujet qui est la notion d'additionnalité. Les marchés carbone ne rémunèrent pas un stockeur de carbone ou un agriculteur pour quelque chose qu'il ferait de toute façon. Un agriculteur a de toute façon un intérêt à maximiser ses rendements et du coup, il n'y a pas d'incitant supplémentaire grâce à une rémunération carbone à maximiser ses rendements. Voilà. Je prends la question suivante. Vous avez dit précédemment que les éleveurs bovins, système extensif, n'avaient pas accès à la rémunération. À partir de quand cela sera-t-il possible et à partir de quel seuil ceux faisant de la polyculture peuvent y prêter? Alors, il y a 2 ans, j'avais promis que cette année, on aurait un programme pour les éleveurs. Je me suis trompé. Donc, on travaille dur, mais je ne veux plus donner d'échéance. Je peux vous dire qu'on y travaille dur et quand on aura de la visibilité où on sera confiant, on vous la donnera. Le seuil, on a récemment révisé le seuil et aujourd'hui, on pense. Je vous encourage à parler avec un de nos agronomes parce que c'est quelque chose qu'on peut tester, mais on est probablement pour du bovin à 2 UGB et demi pour 10 hectares. 2 UGB et demi pour 10 hectares. Alors, question de Nico. La rémunération de l'exploitation médiane, c'est bien, mais ça correspond à combien en moyenne à l'hectare? Excellente question. C'est une 50aine d'euros à l'hectare. Voilà, question simple, réponse simple. Bonjour, merci pour la présentation. Entre les crédits carbone de l'accord de Kyoto et les certificats carbone, n'y a-t-il pas des crédits carbone hors Kyoto, mais avalisés par des organismes étatiques? Certains de vos concurrents, type Carbone Extract, s'en prévalent et indiquent que la consommation de ces crédits peuvent être hors filière agricole. Merci Arnaud, c'est exactement ce dont je vous parlais sur le marché volontaire du carbone. Le label bas carbone aujourd'hui est sur un système volontaire avalisé par l'État, mais qui fait des crédits, pas des certificats. Aujourd'hui, l'État français est le seul État au monde qui s'est positionné en tant que développeur de projet, pas développeur de projet, mais développeur d'une méthodologie sur un secteur d'activité. C'est quelque chose de tout à fait unique. L'Union européenne est en passe de réguler ça, et notamment est en passe de réguler les certificats carbone. On parle de très près avec l'Union européenne. L'objectif ici, c'est de renforcer la robustesse et l'intégrité de nos systèmes. C'est très, très important et on voit d'un très bon œil qu'il y ait plus de régulation sur le sujet. Question d'Antoine. Comment calcule-t-on la partie du GNR consommé? On s'intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer en revue les itinéraires techniques. Ça, vous faites ça généralement avec un agronome. Et donc, le type d'outil, ça, c'est une évaluation classique. Et à partir de ça, évidemment, on utilise des valeurs moyennes
ce qu'on utilise, nous, c'est une base de données qui s'appelle MecaCost, qui est super intense, même hors carbone, super intéressante, même hors carbone, et qui permet entre autres de calculer de manière précise la consommation de GNR à l'hectare à l'heure pour toutes les opérations d'un itinéraire technique. Merci beaucoup. Alors, il y a Benoît qui voulait poser une question. Est-ce que ah oui, non, il la pose juste après. Alors, je la prends, mais il ne faut pas que j'oublie de revenir à la question de Bruno avant. Donc, pendant les années de stockage, est-ce qu'on doit payer 1 000 € pour le diagnostic annuel? Bonne question. Donc, vous payez 1 000 € pendant l'année de référence et les 5 premières années. Et puis, les années de stockage, non. Vous ne payez pas les 1 000 €. Et après, vous ne payez plus les 1 000 €. Vous paierez une année de référence, 5 années de diagnostic, et c'est tout. Donc, et c'est 980 pour être tout à fait clair. Ouais, je pense que le terme année de stockage n'est peut-être pas le plus approprié. C'est vraiment une période de sécurisation de ce qui a été stocké, mais on parle de stockage annuel et d'un bilan carbone annuel. On n'estime pas des choses qui vont se passer dans le futur, on calcule ce qui s'est passé sur une saison de culture et c'est là-dessus que les certificats sont générés. Donc la période qui se passe après le programme n'est pas une période pendant laquelle on capitalise la matière organique de manière plus importante. C'est une période pendant laquelle on s'assure que ce qui a été stocké l'est à long terme et n'est pas relargué directement par la suite. Question de Bruno. Que se passera-t-il si on nous interdit le glyphosate? Alors, si on interdit le glyphosate, fondamentalement, la méthodologie de calcul ne changera pas. Ce qui pourrait arriver, c'est que l'État, s'il a d'ici là régulé le marché, reconnaisse un manque à gagner sur le sujet du carbone et d'autres manques à gagner par ailleurs. Mais je ne pense pas que le programme de rémunération carbone qu'on mène, en tout cas, changera fondamentalement. Je crois qu'on fait tous face à la même problématique sur le glyphosate et on en subira tous les conséquences différemment. Mais nous ne pouvons pas changer la nature de notre programme en fonction de la réglementation sur le glyphosate. Ouais, juste pour peut-être un petit détail, mais pour l'instant, dans tout ce qu'on a mesuré, il n'y a pas encore de corrélation entre la quantité de carbone stocké et la consommation de glyphosate à l'hectare. C'est clair que dans certains systèmes, ça peut être un pilier de la conduite, mais pas de recette de base. Et typiquement, on pense souvent uniquement au SMI-direct quand on parle de carbone. Généralement, ce n'est pas par là qu'on commence. Donc le glyphosate ne conditionne pas un bilan émique positif à ce niveau-là. Alors, question d'Antoine, ça veut dire que le programme est uniquement déclaratif? Si oui, comment est-on contrôlé et peut-on faire un lien avec d'autres logiciels de saisie comme Geofolia? Alors, le système est déclaratif, mais il y a plusieurs contrôles. D'abord, on vous demandera de nous donner une analyse, les résultats d'une analyse de sol par grand type de sol datant de moins de 5 ans. On ne vous demande pas de faire des nouvelles analyses. Si vous avez des résultats d'analyse par type de sol datant de moins de 5 ans, on vous la demandera. Ensuite, sur les contrôles, oui, il y a un organisme de contrôle tiers, indépendant, qui peut venir vous contrôler. Il y a 3 types de contrôles différents. Le premier, c'est un contrôle, vous ne savez même pas que vous êtes contrôlé, mais l'organisme de contrôle nous demandera de lui soumettre des données brutes que nous avons fait tourner dans le calculateur pour voir si le résultat est le même. Il y a aussi un contrôle par visio, où l'auditeur cherchera à mettre en cohérence ce que vous avez déclaré avec ce que vous racontez en visio. Il pourrait vous demander des extraits de votre système de traçabilité, il pourra vous demander des factures. Et puis, le troisième type de contrôle, un peu plus exigeant, c'est une visite sur site. Et là, de nouveau, c'est une mise en cohérence plus approfondie avec examen des factures, examen du système de traçabilité, examen des stocks, de l'équipement. Si vous avez déclaré transmis direct, alors on voudra voir le semoir à dents ou à disque, ou bien, enfin, ce n'est pas nous, mais l'organisme de contrôle. Si vous n'en avez pas à ce moment-là une explication sur comment vous l'avez eu, une facture de la CUMA, ce genre de sujet-là,
Lors d'un audit, nous vous accompagnons pour s'assurer qu'on a le même intérêt, que tout se passe bien. Pour le lien avec d'autres logiciels de saisie comme Geofolia, c'est en cours. Nous travaillons à l'intégration de nos systèmes. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, mais nous espérons que d'ici l'année prochaine, ce soit le cas. Alors, question suivante. Pour vous, une tonne de déchets verts broyés non compostés apporte combien de carbone? Tu veux essayer? Ouais, mais j'ai pas envie de donner des chiffres qui sortis d'un contexte. Quoique, ben, c'est ce que je vais faire. Mais, donc, juste pour en préambule, le stockage de carbone dépend très fortement du fonctionnement du sol, qui est également modélisé, comme je vous l'ai expliqué dans la petite diapo sur le bilan carbone global en grande culture. Pour du déchet vert broyé, du BRF, on est, je dirais, entre 100 et 200 kg de CO2. Ici, je parle de CO2, peut-être parfois 300 kg, vraiment en fonction du type de sol, du fonctionnement du sol. Donc de CO2 par tonne de déchets verts. Voilà. Mais ces facteurs-là varient énormément. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est fixé, standardisé pour tous les types de sols. Donc c'est environ ce genre de chiffre, entre peut-être 200 kg de CO2 en moyenne, entre 100 et 200 kg, je dirais. Et alors, je vais devoir vous quitter, donc je vais répondre à une question qui se trouve juste en bas. Pour un hectare d'agroforesterie, c'est combien de carbone par hectare et par an? Ben, ça, c'est l'agroforesterie, c'est un système agricole en tant que tel en fonction de la densité des arbres, de l'âge des arbres, des espèces implantées. Ça varie énormément. Nous, on a implanté des hectares en agroforesterie ici qui, pour l'instant, stockent très peu de carbone parce qu'on a des noyers de 3 cm de diamètre. Mais si on arrive dans des systèmes où on a des arbres de 10 cm de diamètre avec une densité de 100 arbres à l'hectare, là, on peut atteindre rapidement une tonne et demie de CO2 stocké à l'hectare. Mais donc, ça, en fonction du stade du système, on ne sera pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur parce que plus un arbre est grand, c'est un peu exponentiel. Plus un arbre est grand, plus il photosynthétise et plus il va dans le sol via ses feuilles. Donc voilà, je vais vous laisser. Moi, je dois vous quitter. Merci Mathieu. Je vais prendre le reste des questions. Alors, bonjour, dois-je faire un dossier par exploitation, sachant qu'elles ont des pratiques semblables? Comment ça se passe en cas de contrôle? Alors, vous pouvez, si vous avez deux entités qui sont gérées comme une unité agronomique cohérente, vous pouvez les inscrire ensemble et ne payer qu'une fois les 980 €. Alors, question suivante. Est-ce que le contrat peut se renouveler au terme des 5 premières années? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire au moins 4 saisons ou 4 périodes de 5 ans consécutives. Tout à fait libre de renouveler le contrat. Comment s'organise le partenariat avec les organismes d'accompagnement des agriculteurs, Coop Négoce? Eh bien, nous engageons à former les technico-commerciaux des coopératives et des négoces pour vous parler du sujet carbone agricole de la même manière que nous formons nos équipes en interne. Et alors, une partie de la rémunération qui nous serait revenue leur revient à ce moment-là. Bonjour, la restitution des pailles est-elle prise en compte si l'on fixe de gros rendements au blé de l'ordre de 130 quintaux? On ne peut pas s'interdire l'azote chimique, même si on utilise déjà de l'organique en quantité. Notre métier nous demande aussi de produire. Alors oui, la restitution des pailles est prise en compte pour l'instant, mais je dirais que c'est quand même une des limites du modèle. Le modèle ne modélise pas très bien les restitutions de paille, mais elles sont prises en compte au titre d'un apport organique, tout à fait. Les analyses de sol seront demandées, oui, au début, et alors pour certains agriculteurs aussi à la fin, pas pour des raisons de contrôle, mais pour des raisons de calibration du modèle. C'est tout. Dans le cas d'une ferme en polyculture élevage, est-ce que si elle intègre le programme pour ces cultures en 2023, elle pourra rejoindre à nouveau le programme pour la partie élevage quand il sera prêt?
Oui, bien sûr. Bonjour, il y a une incohérence dans la présentation. Vous prenez pour des engrais organiques et le système est fait pour les grandes cultures. Réponse. Oui, il y a une incohérence dans le système. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le bétail. Nous considérons que le bétail est un élément utile, voire nécessaire dans un système agroécologique. Nous avons dû faire face à la réalité que pour l'instant, il n'y a pas de modèle qui nous satisfait et qui satisfait les marchés suffisamment pour développer un système polyculture élevage comme on le voudrait. Donc, plutôt que d'attendre d'avoir la solution parfaite, on a déjà choisi de commencer à avancer, mais on cherche vraiment la solution. Donc, dès qu'on l'aura, on le communiquera très fort, c'est clair. Bonjour, comment s'articule votre business model? C'est simple, on se prend une rémunération sur le prix du diagnostic, donc les 980 € par an, et aussi une commission sur la vente des certificats carbone. Le diagnostic, juste en termes de coûts qu'il va couvrir le développement du logiciel et le temps des agronomes à vos côtés. Et la commission va couvrir, la commission sur les certificats va couvrir les coûts de la certification, les coûts de l'audit, du contrôle et les coûts de la commercialisation des certificats. S'il y a reprise familiale de l'entreprise durant le processus, est-ce un problème? Alors, en soi, non. S'il y a des parcelles dont vous avez le contrôle pendant moins de 5 ans, vous devez le signaler. Mais juste pour que ce soit clair, les certificats sont attachés à la terre. Donc, si jamais il y a une cession, par exemple, ou une transmission, ce qu'il y a dans la réserve d'assurance, c'est un actif valorisable dont il faut parler lors d'une cession. Je suis en grande culture avec quelques hectares de pâture où je fais du foin. Peut-on comptabiliser les pâtures et que me rapporte-t-elle? Les prairies permanentes ne sont pas comptabilisées, précisément parce qu'elles sont trop liées à l'élevage. Donc, nous exclurons de vos parcelles les prairies permanentes. Question suivante. Si correctement assimilé, le fait d'utiliser de l'engrais organique sur l'exploitation par rapport à de l'engrais chimique a un impact très positif sur le stockage carbone. À terme, n'est-ce pas un problème dans le modèle si l'on considère la nécessité de réduire l'intensité de l'élevage allaitant et surtout laitier émetteur de CO2? Oui. Est-ce que c'est une question compliquée? Je pense d'abord que la fertilisation organique ne doit pas venir exclusivement que de l'élevage. Maintenant, il y a une question de comptabilité carbone là derrière, ou comptabilité des émissions. Aujourd'hui, l'ensemble des émissions liées à l'animal sont imputées au lait et à la viande, et pas du tout à l'engrais. Plus l'engrais va avoir une valeur parce que ce sera lié à la rémunération carbone, plus on peut imaginer voir un rééquilibrage de la comptabilité carbone sur la question engrais. Mais pour ça, il faudrait des talents de devin que je n'ai pas. Mais je vois bien qu'il y a un débat de société là derrière. Simplement, je n'ai pas la réponse. Bonjour, si l'évolution du carbone est stable sur 5 ans, pourrait-on avoir une rémunération de 27,50 € minimum tous les ans? De toute façon, le minimum, il ne bougera pas. Aujourd'hui, on a déjà rémunéré plus que le minimum. Et si le prix du carbone continue à s'apprécier comme on le voit, la rémunération sera toujours au-dessus de 27,50 €. Voilà, ça c'est la tendance qu'on voit aujourd'hui. Comment ce minimum a été fixé? Ça, c'est une question qui revient souvent. On a eu des discussions avec des agriculteurs, mais aussi avec des acheteurs de certificats carbone au moment où nous lancions le programme. Et on s'est rendu compte qu'en dessous de ce prix-là, les agriculteurs, simplement,
manquerait d'incitants pour s'engager dans un programme carbone. Donc, simplement, c'est un prix en deçà duquel nous considérons que le marché carbone n'existe pas. Est-ce que les haies sont considérées comme de l'agroforesterie? Cela rapporte-t-il des points? Malheureusement pas. Nous excluons les haies de notre programme. Il y a d'autres programmes qui rémunèrent les haies, mais pas le nôtre. Question de Sébastien. Bonjour, quand on achète des effluents organiques, fientes et volailles, est-ce que vous tenez compte des distances parcourues par les transports de camions, plusieurs centaines de kilomètres? Aujourd'hui, il y a un facteur d'émission lié aux engrais organiques. Il y a des différences sur le lieu d'origine des engrais organiques, mais alors, je pense que des moyennes sur les transports des engrais sont prises. On ne va pas demander à chaque agriculteur l'origine de chacun de ces engrais. Question, en culture légumière, haricots, est-ce pénalisant d'apporter de l'azote minéral? Apporter de l'azote minéral est toujours plus pénalisant que d'en apporter, quelle que soit la culture. Donc oui, ce serait la réponse. Voilà, je suis arrivé au bout des questions. Si quelqu'un veut encore poser une question ou veut prendre le micro, vous pouvez vous démuter et poser une question. J'ai encore 10 minutes de mon côté, donc ravi de continuer la conversation. Je vois que des participants sont en train de quitter le groupe. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour votre attention. Je rappelle qu'il y a une clôture des inscriptions le 28 février. Donc, n'hésitez pas. Et nos équipes sont à votre disposition. Revenez-nous quand vous voulez. Et pour ceux qui veulent continuer la conversation, je reste encore un petit temps. Question de Vincent. J'ai une exploitation d'élevage et une exploitation de céréales séparées juridiquement. Si vos deux exploitations sont séparées juridiquement, vous pouvez inscrire l'exploitation de céréales. Merci pour la question, Vincent. Pas d'autres questions? Bien. Eh bien, alors, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous. N'oubliez pas de vous inscrire ou au moins de nous contacter. On veut continuer les discussions avec vous. Et voilà, comme je disais, tout ce que vous avez à perdre dans le pire des cas, c'est 3 heures de votre temps. Vous saurez où vous en êtes sur le carbone. Et donc, voilà, c'est une belle opportunité. Je pense qu'elle en vaut la peine. Comment prendre connaissance de votre présence sur les foires, salons agricoles? Bonne remarque. Si vous vous êtes inscrit au webinaire, vous êtes sur nos mailing lists. Je pense, si j'ai des RGPD l'autorise, que nous vous enverrons des notifications. Sinon, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, la prochaine présence sera au Salon de l'Agriculture à Paris. Voilà, merci beaucoup et je vais terminer la session maintenant. Merci à tous. Au revoir.